La visite du Krampus était attendue pour le 24 décembre en guise de spectacle de Noël. Il s'agissait d'un terrible monstre du dehors, hirsute et sauvage, qui venait châtier les mauvais enfants. Même si Loli savait qu'il s'agissait là d'une mise en scène et que le Krampus serait joué par Franz, elle était terrifiée. À la Saint-Nicolas, elle a obtenu 2 belles oranges, mais elle ne se sent pas rassurée. La seule idée que ce monstre se trouve dans la même pièce qu'elle lui donne des frissons. Kong bavarde toujours en crapotant sur son cigare. Tout le monde attend la suite. Et Loli sent la nervosité monter dans les corps qui l'entourent. Bal est assis à sa gauche. Le matin de la Saint-Nicolas, il a reçu une mandarine dans une botte et un gros caillou dans l'autre. Ce soir, il n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Tout le monde se doute de qui seront les enfants punis par le Krampus, mais ça peut toujours changer à la dernière minute. Avec fracas, la porte s'ouvre et Katharina entre. Essoufflée et balbutiante, elle rapporte avoir vu le Krampus arriver en courant au-delà des champs. Allons le découvrir nous-mêmes. Avec un sourire malicieux, Kong saisit la télécommande. D'abord, l'image est brouillée, mais au fur et à mesure, on distingue la route enneigée qui mène à la propriété. Le vent fait saturer le microphone lorsque la caméra longe le mur. Elle s'arrête sur le grand portail, avec un zoom. Au bout de quelques instants, une grande silhouette surgit. Elle ouvre la porte et se glisse à l'intérieur. Les premiers cris se font entendre dans la salle. La caméra poursuit l'ombre qui avance à grands sauts sur la pelouse. Quelques petits commencent à pleurer. Les autres regardent l'image, tétanisés. Arrivé devant la porte de la salle, le monstre se retourne vers la caméra et sa grimace apparaît en gros plan. C'est un masque en bois affreux et cornu. La tête est couverte d'une toison. Il soulève une patte et le bruit retentit en même temps sur l'écran et à la porte. Les enfants se tournent d'un seul mouvement. Ce n'est que Franz. Loli a beau se le répéter intérieurement, son cœur s'est arrêté. Le monstre pénètre dans la salle en faisant sonner les chaînes autour de son corps. Il jette des regards à droite et à gauche, puis il avance en clopinant vers les rangées des enfants. Kong enjoint à Martin et Klaus de le retenir. Il se lève d'un bond et s'approche de la bête, les paumes de main levées avant de le saisir par les chaînes. Le monstre gronde. La panique a repris le dessus dans la salle. Tous les enfants hurlent. Retenu par les chaînes, le Krampus devient de plus en plus furieux. Klaus et Martin doivent le retenir de toutes les forces. Kong énonce les prénoms de 6 garçons dans le microphone. Chaque nom tombe comme un arrêt de mort. Les nominés crient et secouent la tête. Milo se cache sous les bancs. Des adolescents les attrapent pour les entraîner sur le plateau. Ils finissent par tous y aller de gré ou de force. Avec un cri de satisfaction, le Krampus les saisit l'un après l'autre, les soulevant en l'air comme pour les croquer. Puis il les retourne tête en bas et leur envoie des coups de patte au visage. Ses victimes rient et pleurent en même temps. Kong s'est levé de son fauteuil et donne des consignes au Krampus. Tantôt il l'encourage, tantôt l'appelle à la modération. Bal se tient droit, les yeux rivés sur le plateau sans expression visible. Loli le pince dans le flanc pour le féliciter d'avoir échappé au châtiment, mais il ne réagit pas. C'est alors qu'elle remarque une tache sombre à l'entrejambe de son pantalon qui s'agrandit doucement. Son cœur bat à tout rompre, mais personne ne semble leur prêter attention. Bal regarde toujours la scène. Son corps tremble de façon imperceptible. Elle s'étire pour bâiller et dans le même mouvement enlève son pull au vert. Comme en passant, elle le dépose sur les genoux de Bal pour cacher la tache d'urine. Bonjour Georgia Dole, bienvenue parmi nous.
Très heureux de vous retrouver donc pour ce livre dont on vient d'entendre un extrait qui s'intitule Petit Monde, publié dans La Brune, au Rouergue. On entend la puissance de ce texte dans lequel vous nous plongez donc à Fortuna, hein, cette vaste propriété où vivent les recrues de la commune, cette structure communautaire. Une sorte d'idéal de vie alternative qui se transforme assez vite en cauchemar sectaire que vous décrivez avec beaucoup de force et que vous mettez en relation, on l'a entendu, avec ces deux personnages enfantins, Loli et Bal, avec cette forme d'innocence et de rapport à la résistance. Peut-être nous dire d'abord un petit mot de cela, en effet cet idéal d'une certaine manière qui vire au cauchemar. On va parler de ce personnage de Kong, hein, le gourou qui domine cette communauté, mais peut-être nous parler de cela, l'idéal de vie alternative et la manière dont cela se passe en réalité. Oui, bonjour et merci d'abord pour cette lecture très saisissante. Là, en effet, dans cet extrait, on est assez au pic du cauchemar. Il y a quelques scènes comme ça, c'est pas tout le temps aussi intense. Mais oui, alors c'est une communauté en fait qu'on pourrait appeler une secte, mais qui se nomme elle-même commune. Ça se joue en Autriche au milieu des années 80. Et donc c'est vraiment une de ces communautés qui était créée à l'époque avec vraiment l'idée post-68, partage de biens, on éduque les enfants ensemble, en collectivité, anticapitaliste bien sûr, donc l'idée de sexualité libre, voilà, tout ce courant-là, mais c'est devenu très grand et ça a viré à un système sectaire et autoritaire. Donc il y a ce décalage entre le discours et le contenu. Donc, ce qui est marqué sur la boîte n'est pas ce qui se trouve à l'intérieur et les enfants ils grandissent du coup dans ce décalage d'être dans un monde qui est nommé différemment de ce qu'ils vivent de l'intérieur, qui est beaucoup d'injustice, de cruauté et beaucoup d'arbitraire surtout. Oui, cet arbitraire, il est en effet symbolisé par la figure de Kong, hein, qui travaille comme ça sur l'humiliation, sur la séduction et la punition. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation. Il est la figure même, finalement, de ce que vous venez de décrire. Je ne sais pas si on doit parler de gourou ou en tout cas quelque chose de cet ordre. Cette figure de Kong, elle est finalement le symbole de cette violence-là et de ce mensonge-là, de cette imposture. Oui, et ce qui est un peu particulier et violent, je pense, dans cette configuration, c'est que c'est aussi comme une grande famille. Donc c'est entre la micro-société et la grande famille pour les enfants qui sont en général séparés des parents, notamment des mères, pour briser ce premier lien d'amour. Et les pères n'ont pas d'importance, donc il est aussi la figure du père pour tout le monde. Donc ce qui est compliqué, délicat, c'est du coup de vivre aussi un amour en même temps pour cette personne qui est censée être le père de tout le monde et aspirer à être reconnu, remarqué, puisqu'il y a beaucoup d'enfants. Donc il y a cette ambivalence permanente à la fois de craindre et d'aimer une personne qui est terrifiante. Peut-être un mot justement sur ces deux personnages d'enfants, Loli et Bal. On les découvre au tout début du livre dans une forme de fuite, ou en tout cas avec la possibilité de rejoindre l'horizon, hein, qui obsède Loli tout au long du livre. C'est à la fois l'innocence de l'enfance regardant la folie des hommes, mais c'est aussi une manière de porter l'espoir, la résistance, la lutte, et oui, la résistance au joug. Est-ce que c'est comme ça que vous l'envisagez, notamment le personnage de Loli et son amitié avec Bal? Oui, en fait, c'est un huis clos. Donc, pour moi, c'était assez claustrophobe d'écrire ça. Surtout que j'ai commencé avant le confinement, mais ça, voilà, il y a le confinement qui est advenu aussi, donc c'est devenu doublement claustrophobe, cet univers. Et j'avais besoin d'échapper. Donc les enfants ne pouvaient pas partir vraiment, donc j'avais besoin des petits moments, surtout dans la nature, voilà, où ils peuvent se réfugier et respirer. Et par exemple, la fugue, c'est ce que j'ai écrit en premier, c'est vraiment les personnages qui ont... Je les ai convoqués, ils avaient envie de partir tout de suite. Enfin, il y avait ce truc un peu de départ qui était nécessaire avant de revenir dedans. Donc c'était aussi pour moi, pour un peu pas être en permanence dans une oppression, mais avoir des personnages enfants qui peuvent décider, avoir des moments de complicité, de joie, et montrer aussi leur force et leur capacité à rebondir aussi après des scènes plus violentes, plus denses. À l'inverse, le personnage d'Ariane, qui est la mère de Loli, est peut-être la figure de celle qui ne résiste pas au joug, d'une certaine manière. Peut-être vous pouvez nous dire un mot aussi de cela, puisqu'elle serait peut-être le négatif, en tout cas, des enfants qui cherchent à fuir. C'est une victime, d'une certaine manière, et en même temps, c'est une figure de celle qui subit la force et la puissance et l'arbitraire de Kong.
Oui, alors c'est une figure un peu ambivalente pour moi parce qu'on apprend un peu son histoire. Donc elle est rentrée elle-même adolescente, a subi très vite aussi les violences. Donc elle est à la fois une des premières adeptes, mais aussi dans une situation où c'était beaucoup plus petit et ça n'avait pas encore viré à ce grand système. Et puis c'est quand même une mère qui est en difficulté parce qu'elle aime son enfant, elle veut le voir. Mais elle n'arrive pas à se défaire en fait des injonctions qui lui disent qu'elle est une mauvaise mère, qu'elle n'a pas le droit et que sa fille est plus heureuse dans le collectif. Mais effectivement, c'est aussi toutes ces personnes qui adhèrent à un système qui n'arrive pas à en sortir tout en sentant de l'intérieur que ça ne va pas, et notamment à travers le regard d'une mère qui ne prend pas la responsabilité pour l'enfant, du coup, qui est exposé à ça. Dernière question, vous écrivez à la fin du livre, cette fiction s'inspire librement d'une expérience du réel, elle-même fondée sur une illusion collective. Il était important pour vous de travailler par le biais du roman, par l'incarnation, par les vies minuscules précisément, pour rendre compte de cette réalité-là, comme si le roman répondait à l'illusion collective. Peut-être vous pouvez nous dire un mot de cela pour conclure. Oui, alors ça fait écho évidemment à une histoire réelle, et pour moi c'était très difficile de m'en emparer parce que c'est une histoire très complexe qui a duré 20 ans. Et il y a 1 million d'histoires à l'intérieur de toutes les personnes, jusqu'à 600, 700 personnes et presque 100 enfants qui ont vécu là-bas, dont moi. Et donc, c'était vraiment important pour moi d'avoir et l'âge et le recul de pouvoir en parler de ma position et puis d'en faire vraiment une fiction littéraire et ne pas être dans le témoignage ou l'autobiographie. Et j'étais dans le théâtre avant et c'est vrai que pour moi, bizarrement, le théâtre, c'était tellement théâtral que pour moi, le théâtre, il était trop petit pour ça. C'était pas possible, en fait, théâtraliser quelque chose qui était aussi théâtral. Donc, il me fallait justement une forme beaucoup plus posée et passer aussi par le regard des enfants. C'était très important pour moi qu'on a cette expérience de vivre ça comme une normalité. J'ajoute, et je ne l'ai pas précisé, que c'est un roman que vous écrivez en français, qui n'est pas votre langue maternelle, et c'est d'autant plus remarquable d'avoir donné un récit littéraire de cette force et de cette puissance-là. Ça s'appelle Petit Monde, c'est donc au Rouergue, dans la collection La Brune, et c'est signé Georgia Dole. Merci beaucoup, ma chère Georgia. Merci. Merci à vous. Merci.